Bonjour tout le monde dans ce webinaire. Salam alaikum. Donc, ce webinaire qui s'intitule DevOps et Cloud est une initiation pour tout ce qui est container, DevOps et orchestration de containers à travers Kubernetes. Il est dédié pour les étudiants de fin de cycle qui veulent développer leur carrière plus tard dans le domaine du cloud et principalement les technologies de DevOps qui s'appellent le Site Reliability Engineer, SRE. Ce métier est un métier très demandé maintenant dans les grands providers cloud et dans les grands opérateurs télécom. Et on va vous montrer c'est quoi ces outils, c'est quoi ces technologies. Et on va commencer par les bases nécessaires pour comprendre ces technologies et méthodes et on va vous simplifier ces technologies après pour comprendre et prendre le chemin nécessaire plus tard. Donc, je me présente, Sofiane Boussaïd, je suis un ingénieur de stockage et de virtualisation et un consultant cloud. Euh, je travaille sur une multinationale, Atos, et un leader international dans le domaine des technologies de l'information ici en Algérie. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce webinaire va être divisé en trois grands chapitres, ou quatre grands chapitres. Le premier chapitre, ça va être une introduction à Linux, c'est-à-dire juste une introduction pour faire comprendre le besoin, puisque Linux c'est la base. Après, si les gens qui veulent entrer dans son domaine, ils doivent avoir une très bonne compétence dans Linux. D'ailleurs, on dit toujours aux étudiants de faire beaucoup de labs, beaucoup de pratiques, beaucoup de lignes de commande. Il faut travailler dur, ne pas être juste copier-coller ou trouver des solutions prêtes. Non, il faut faire ces solutions eux-mêmes, refaire, et c'est comme ça qu'on apprend. Donc après, on va parler du Docker, containerization, d'où il vient ce mode, c'est quoi la technologie. Après, on va parler du management de containerisation Kubernetes. Et en dernier chapitre, ça va être le DevOps. C'est quoi les outils DevOps, l'agilité et c'est quoi le GitOps. C'est-à-dire une technologie qui utilise DevOps pour le développement des solutions pour les entreprises. Après, dans un autre webinaire, on va faire des démonstrations en ligne pour un lab sur Kubernetes en mini cluster, c'est-à-dire en monohost. Et dans ce lab, on va parler aussi de Docker, comment créer votre application Docker. Et après, un autre chapitre va être dédié à des notions avancées de Kubernetes ou orchestration container, puisque Kubernetes est un monde. Et à la fin, je veux vous donner un accès pour un lab pour tout ce qui est certification, comment préparer pour un certification et devenir un administrateur Kubernetes certifié. Donc, premier chapitre, introduction à Linux et virtualisation. Donc, on commence par le commencement. Le commencement, c'est toujours la base. Linux, c'est la base de l'informatique. Bon, Unix après Linux. Donc, si pour un étudiant qui veut aller plus loin dans sa carrière, il doit maîtriser bien la ligne de commande. Et pour ne pas être trop dispersé, Linux il est constitué de trois grandes familles. Il y a trois grandes distributions. Après, il y a des centaines de versions. Mais pour comprendre la philosophie, donc il y a la plus grande. Donc, Linux est un projet d'un système d'exploitation à base de Unix, mais pas pour des stations Unix, mais pour l'architecture x86. Donc, la grande famille Debian, ici, cette famille qui est très utilisée dans le domaine communauté open source universitaire, il y a la fameuse version Ubuntu, là-bas, elle est basée sur Debian.
Donc, beaucoup de monde utilise Ubuntu. Bon, il y a d'autres qui utilisent Linux, Mint et tout, mais Ubuntu, c'est la référence. Debian, il est beaucoup plus compliqué que Ubuntu, donc il a besoin d'un ingénieur qualifié. Donc, si vous trouvez bien, vous continuez sur Ubuntu, il faut faire beaucoup de labs sur Ubuntu. Il y a maintenant l'autre famille, c'est Red Hat. Et ça, c'est une famille très commerciale. Et Red Hat, c'est le leader mondial dans les entreprises. Donc, les grandes entreprises, ils utilisent maintenant les versions commerciales de Linux Red Hat. Et heureusement qu'il y a des familles open source qui suivent. Il y a le projet Fedora, si vous connaissez, dans le domaine universitaire. Donc, Fedora, c'est un projet très populaire. Et il y a quelqu'un qui peut utiliser Fedora, donc il peut continuer. Il y a une différence dans quelques commandes entre Fedora et Ubuntu, etc. Il y a aussi le CentOS. Le CentOS, il n'est pas ici dans cette liste puisque CentOS, il a été exclu de l'open source de Red Hat. Bon, c'est une autre histoire. Donc, il y a Fedora ou il y a Alma Linux. Donc, Alma Linux, c'est une version qui correspond à CentOS. Mais CentOS, maintenant, il y a une version, on l'appelle CentOS Stream. C'est une version aussi existante. C'est-à-dire, si quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser CentOS 7, 8, il y a maintenant, on l'appelle le CentOS Stream 9, 10 et tout. Et il utilise les projets open source de Red Hat non officiellement. La troisième grande famille, c'est la famille SUSE. Donc, il y a des gens qui sont entendus parler de la famille SUSE d'Unix. C'est une version commerciale. Il y a la version OpenSUSE qui est aussi une version open source qui est sur quelqu'un qui veut utiliser. Donc, il peut peut-être vous aurez l'occasion de trouver des labs sur OpenSUSE. Maintenant, FreeBSD, BSD, c'est une autre famille pas de Linux. BSD, c'est un concurrent de Linux. Pas entrer dans le détail. Il y a une version qui s'appelle FreeBSD. Elle est disponible. Donc, vous pouvez l'utiliser aussi. Elle est très puissante. Elle ressemble, BSD, elle ressemble beaucoup à Unix. C'est-à-dire, si quelqu'un qui est venu du monde Unix, s'il utilise BSD, il va pas trop s'immerger par le changement. Et le FreeBSD, malheureusement, il n'est pas trop populaire au monde d'entreprise, mais dans le domaine universitaire, il est demandé. Donc voilà, en bref, une introduction. On a déjà parlé de ça dans le dernier webinaire, mais je vais répéter ça pour vous comprendre ça. Donc, si quelqu'un qui utilise Ubuntu, bien, vous juste approfondir et faire beaucoup de cours et beaucoup de labs. Si quelqu'un qui veut la famille Red Hat et CentOS aussi, c'est une autre version et il faut faire beaucoup de labs et beaucoup de labs. Et maintenant, pourquoi on parle de ça? Puisqu'après, dans le container et tout, Kubernetes, c'est la même chose. Donc, si tu vas utiliser Docker sur Ubuntu, Red Hat, il va utiliser Podman, SUSE Rancher. Donc, chaque famille, c'est les mêmes projets open source, mais tu vas trouver des noms différents. C'est pour ça il faut comprendre ces différences. Même les commandes, il y a quelques modifications. Bon, pour le monde universitaire, Ubuntu, c'est le plus demandé. Maintenant, c'est pour le domaine d'entreprise plus tard, c'est Red Hat. Pourquoi le Kubernetes est très demandé maintenant? Puisque c'est un changement de philosophie dans l'architecture des infrastructures d'entreprise. Donc, avant l'an 2000, il y avait l'architecture classique, l'architecture physique, les data centers que vous voyez dans vous voyez dans les articles et tout. Il y avait l'architecture physique qu'on appelle après on-prem. On permet ces services, c'est-à-dire des data centers dans les entreprises qui gèrent leurs applications. Après, il y avait comment dirais-je, une immigration vers la virtualisation. La virtualisation, elle est apparue dans le début des années 2000. Donc, après, cette notion, elle a été pour consolider les data centers, utiliser le maximum les ressources physiques pour déployer davantage des plateformes et des VM et tout. Donc, avant l'an 2000, on l'appelle serveur. Après l'an 2000, il y avait la notion des VM, Virtual Machine.
Et le leader dans ce domaine, vous connaissez, c'est VMware. Donc, c'est à base de ça que les autres concurrents ont commencé à travailler. Il y avait maintenant, la majorité des entreprises de le monde, ils utilisent la virtualisation. Même le cloud. Le cloud, c'est un développement de la virtualisation. Et comme vous voyez dans les grands providers cloud, soit Amazon, Azure, AWS, VMware, Oracle et tout, toutes sont des hyperviseurs. Et l'hyperviseur, c'est-à-dire c'est une technologie purement virtuelle. Donc on va pas parler beaucoup de ça, mais il y a après un changement radical. C'est au début de 2015, ça a commencé la notion de container, Docker. Le container, c'est-à-dire c'est un autre changement, c'est-à-dire au lieu de faire des VM, des serveurs des VM comme tel qu'il est fait avant, il y avait une autre méthode pour déployer, développer des applications sur des containers et pas sur des serveurs ou des VM. Donc, pour le container, on va parler après, c'est quoi la notion de container. Après ce changement, donc le container, il y avait un autre besoin de comment gérer et orchestrer et automatiser ces containers. Donc, à partir de ça, il y avait le rise, ou le montée de Kubernetes. Et on va parler aussi d'où il est venu, de quoi s'agit-il et pourquoi c'est important d'apprendre tout ça pour avancer dans le domaine. Donc, un petit historique de ce qu'on disait tout à l'heure, le besoin, c'est l'architecture. C'est-à-dire les entreprises, les applications qu'on utilise dans les entreprises pour le grand public. Et si on va dire que l'architecture classique, c'est une architecture client-serveur. Vous connaissez ça. Donc, l'architecture client-serveur, c'est une architecture qui se base sur trois niveaux. Donc, un client et des serveurs. Voilà, plusieurs clients, plusieurs serveurs. Il y a la notion du clustering pour mettre plusieurs serveurs qui marchent en parallèle. Plusieurs clients qui vont accéder pour distribuer les ressources. Et les serveurs, il y a ce qu'on appelle les serveurs d'application. Il faut séparer les serveurs web des serveurs d'application, les serveurs bases de données. Donc, c'est l'architecture classique, client-serveur. Cette architecture, elle a des lacunes, elle a des avantages, mais elle a beaucoup d'inconvénients. Si parmi les grands inconvénients, c'est que l'application, elle est implémentée directement sur la ressource physique. C'est un problème sur la ressource physique. Ici, je n'ai pas la notion de balancing ou de clustering. Si cette ressource physique, soit le disque, soit la RAM, soit la carte mère, soit la carte réseau, soit le système d'exploitation qui crache, cette application va tomber. Maintenant, si j'ai un cluster, oui, bien sûr, les autres éléments du cluster vont prendre le rôle. Mais maintenant, si, par exemple, si cette application, je veux la migrer, je veux l'upgrader, c'est-à-dire mettre des nouvelles versions. C'est ça que ça commence la complexité des choses. Et si à base de ces problèmes et tous ces inconvénients, il y avait où la notion des microservices. Donc la notion de microservices, au lieu de faire des applications qui tournent directement sur les hardware, pourquoi ne pas faire des petites applications et qui tournent sur des containers. Et ces containers sont gérés d'une autre façon et ces containers sont portables. C'est-à-dire, si j'ai mes applications containerisées en microservices sur une plateforme X, je peux les migrer vers une autre plateforme Y à base de containers et où là, je peux la scaler pour montrer aux compétences. Je peux la discaler, c'est-à-dire décriser les ressources de façon automatique. Et c'est à base de ça, les choses vont commencer la révolution vers tout ce qui est container et microservices. Donc, en bref, c'était ça la différence. Donc, si on va faire une petite comparaison entre tout ce qui est container et VM, donc à droite, c'est la VM. Donc, l'architecture pour déployer une application sur une architecture virtuelle, c'est d'abord avoir un serveur physique, avoir un host OS, l'OS, l'operating system, après l'hyperviseur.
Donc l'hyperviseur et le host OS peuvent être une seule chose. Il y a différents types d'hyperviseurs, hyperviseur niveau 1, hyperviseur niveau 2. Après, il y a l'application. L'application, elle tourne, c'est un autre OS. Voilà, c'était ça l'architecture classique. Sur un serveur, je peux déployer mes 3 VM, 4, 5 VM ou un cluster de serveurs. Je peux déployer des dizaines, voire des centaines, des milliers de VM. Ça dépend de la taille. Et ça aussi, c'est la base du cloud. La majorité des opérateurs cloud, ils vous fournissent ça. Vous créez vos VM sur le cloud. Après, vous pouvez accéder et c'est à vous de gérer la partie VM au système d'exploitation Linux ou Windows ou autre. Après, vous déployez les binaires et tout et l'application. Par contre, sur l'architecture container, c'est un peu différent. Donc, on va pas dire se débarrasser. On va remplacer l'hyperviseur par une autre notion qui s'appelle, bon, Docker Engine en Container Engine. C'est-à-dire l'idée, au lieu de mettre un superviseur et après en haut mettre des opérations système, le Docker Engine, ça va être lui-même l'operating system. C'est lui qui va gérer l'operating system et je vais déployer mes applications ou mes containers sans operating system. Comment le faire, on va présenter après, mais vous voyez ça, c'est une grande différence. Donc, j'avais ici 3 systèmes d'exploitation à droite que je suis en train de gérer avec leur patch, leur licence et tout. Container, sur Docker, non. J'ai 3 containers et ces containers, en réalité, c'est des petites operation systems. On va voir comment ça part. C'est des petites operation systems qui sont nécessaires seulement pour ce container. C'est-à-dire, si j'ai un container de base de données A, 2, un container pour un serveur web, et 3, un container pour le serveur d'application. 3 containers, chaque container, il a un rôle, et tous ces containers sont gérés par un moteur qui s'appelle le Docker Engine en Container Engine. Donc la différence, elle est apparente, et c'est à base de ça, il y avait les notions de microservices, container, pod. C'est quoi un pod? C'est quoi un container? Le microservice, c'est l'application subdivisée en plusieurs containers. Ça, on le sait. On a déjà parlé. Par contre, le container, c'est l'entité la plus facile et la plus petite dans une application. Donc, le pod, si il représente un ou plusieurs containers et qui sont étroitement liés et qui partagent les ressources. Donc, le pod, c'est l'application. Donc, on peut dire, le pod, c'est une partie de l'application. Le pod peut contenir plusieurs containers. D'accord. Après, il y a le container engine, c'est qui va gérer, créer, modifier le container. C'est ça qu'il y a les fournisseurs, il y a Docker, il y a CRIO, il y a Container ID, il y a Podman de Red Hat, etc. Après, il y a le besoin d'orchestrer ces containers. Et pour les orchestrer, il faut créer des pods. Et pour créer des pods, il faut avoir un moteur d'orchestration. Et ça, c'est ici qu'il y avait la notion de l'orchestrateur pour automatiser le déploiement, le management de l'application. De l'application, je dis bien l'application, elle ne contient pas que conteneur, elle contient beaucoup de choses. Il contient l'application, le développement, les bases de données, les réseaux, tout le machin. Donc, il y a plusieurs projets aussi, mais le leader, c'était Kubernetes. C'est lui, c'est comme les autres versions des autres OS, il y a toujours un produit qui est très, qui est très populaire et qui gagne de l'expérience. Par exemple, Docker, ils ont un container orchestration, il s'appelle Docker Swarm. Docker Swarm, c'est-à-dire Docker plus orchestration, s'appelle Docker. Pour la version, il y a autre version qui s'appelle Rancher aussi, c'est très populaire dans le domaine de Linux SUSE. D'accord. Pour faire un résumé, c'est ça
le stack à la fin, comment l'infrastructure allait émerger de l'infrastructure classique, soit serveur, soit virtuel, vers une infrastructure container à base de Kubernetes. Donc, si un pizza, c'est un pizza, pas pizza carré, c'est une pizza avec ses tranches. Et le noyau, c'est le Kubernetes. Donc, le noyau, c'est le plus important. Pour comprendre tout ça, il faut comprendre Kubernetes, il faut comprendre Docker. Donc, Docker plus Kubernetes. Après, il y a les outils. Ça, c'est les outils qui sont utilisés en DevOps et qu'on va parler plus tard, de quelques outils. Mais pour concentrer, il faut concentrer sur le plus important, c'est le container runtime ici, à gauche. On, on, il y a Docker comme principal container, il y a containerd, il y a CRO, il y a Rocket. Donc, voyez, il y a d'autres projets open source, mais ça va être Docker et Podman sont bon, Podman, il n'est pas cité ici, mais on va parler. Podman et containerd. Donc, ça, c'est le container runtime. Après, il y a l'infrastructure orchestration. Donc après, je parle de qui va me donner la possibilité d'orchestrer. C'est-à-dire que Kubernetes, il est là, il est basé sur container. Et c'est quoi l'outil? Donc, il y a beaucoup d'outils pour orchestrer. Euh, Donc, il y a il y a beaucoup d'outils. Donc, je parle par exemple de euh, les outils comme Ansible, comme CloudFormation, comme Terraform, OpenStack, Argo CD. Bon, on va revenir après. Il y a le cluster management. Ok, désolé, hein. Je devrais parler du cluster management en bas. C'est ça aussi. Avant de parler de l'infrastructure orchestration, c'est le cluster management. Donc, le cluster management, il y a, bon, pour gérer ce cluster, chaque opérateur, chaque fournisseur, il a son outil. Donc, par exemple, vous voyez ici, il y a EKS, c'est le cluster management de AWS. GKO, c'est le cluster management de Google. AKS, c'est le cluster management de Microsoft Azure. Rancher, qu'on parlait tout à l'heure, c'est le cluster management de SUSE. KubeAdmin, c'est là le standard. Donc, KubeAdmin, quand vous déployez un cluster Kubernetes standard, c'est KubeAdmin, c'est-à-dire c'est une ligne de commande. Les autres, comme je disais, c'est des solutions appartiennent à d'autres entités et chaque entité, ils ont leur outil. Par exemple, Red Hat, ils ont le OpenShift. Maintenant, OpenShift, c'est le numéro un en entreprise, tout ce qui est container. Donc, après Tanzu, si l'outil de cluster de management de VMware, il a aussi maintenant intégré l'outil, le container dans ces clusters. Bon, d'autres projets open source comme Minikube 4.s, c'est des projets open source pour gérer ton cluster à la maison, pourquoi, ou en petite entreprise. Il y a après Helm, on va parler. Il y a aussi Helm, Chart, Helm, tous les outils de management. Ok, donc après, je reviens à l'orchestration. L'orchestration, c'est les DevOps, c'est ici. Donc tout ce qui est Argo CD, CI/CD pipeline, on va parler un peu. Donc ça, c'est les outils de web pour l'orchestration. Les autres trois tranches, donc là, ça reste le networking, la sécurité, le monitoring. Bon, c'est des choses aussi très importantes qu'il faut savoir, mais ils sont peut-être des niveaux avancés pour, ou des choses très avancées et qui sont très importants une fois vous comprenez c'est quoi le cluster Kubernetes, c'est quoi les containers et tout.
Donc, et pour résumer ce premier chapitre, toutes ces technologies sont maintenant euh, gérées ou supervisées par une consortium mondial qui s'appelle Cloud Native Computing. C'est-à-dire, toutes ces technologies du cloud, du Linux, pour travailler dans le container et tout, doivent répondre à des critères pour que la portabilité, pour une portabilité de ces solutions. C'est-à-dire, moi, si je vais déployer mon application, si je décide de déployer mon application sur cloud, sur des containers ou là, elles doivent ils vont utiliser ces outils. Et ces outils, ils vont être en matrice de comptabilité. On peut dire ça, c'est le tableau périodique de la chimie en cloud maintenant. Donc, ces outils sont des projets, tout ça, c'est des projets open source. Et à la fin, il y a trois grands niveaux. Donc, le premier niveau, c'est toujours le runtime ou l'infra. Donc, en bas, je sais, en bas, c'est l'infra. Donc, l'infra, elle contient trois grands, les trois piliers de l'informatique. C'est quoi? C'est le premier, c'est le compute, le container runtime. C'est ça le compute, c'est-à-dire l'exécution. OK? Comme l'architecture classique, le processeur, mais après, il y a le runtime, la couche qui va exécuter. Il y a le stockage, mes données. Je vais les mettre où? Comment je vais les gérer? Il y a beaucoup de technologies qui vont gérer cette notion dans le cloud. En plus, il y a le network. Comment je vais communiquer entre mes applications qui tournent sur mes runtime, les containers, et qui stockent des informations sur le stockage, ils communiquent avec eux, entre eux, ou avec le monde externe pour que les utilisateurs puissent accéder. Ça, c'est l'infra. Après, il y a la partie orchestration, cluster. Donc ça c'est les outils qui vont être utilisés par le cluster Kubernetes pour, cluster Kubernetes ou autre. Donc, les outils, le cluster, c'est quoi? Ça, c'est tous les outils d'orchestration et de management. Donc, c'est ça la couche la plus difficile un peu. Après, en troisième temps, c'est l'application et comment les développeurs développent leur application avec ces outils dans le domaine de cloud et pour que les applications microservices se tournent. Enfin, c'est cloud. Donc, la notion à la fin, c'est l'architecture microservice. On s'est pas, bon, pas dire débarrassé, on s'est parti de l'architecture client-serveur vers l'architecture microservice et c'est quoi? Maintenant, toutes les plateformes que vous utilisez maintenant sont des plateformes cloud natives. Facebook, Messenger, YouTube, tout ça, c'est des containers. L'architecture classique, elle va disparaître dans quelques années. Donc, en deuxième chapitre, on va faire un résumé de d'où vient le container par Docker. Donc ça, le premier projet de la notion de container, ça a commencé avec un projet qui s'appelle Conductor. Et ce projet, il tournait sur Debian. Donc, on revient à les versions de Linux. Debian, c'est un projet open source Linux universitaire. Après, il y avait les versions commerciales comme Ubuntu et tout. Donc, le premier besoin, c'était de créer des applications sur Debian à travers des containers et donner des images. Ce projet n'a pas été comment dire, n'a pas réussi beaucoup, mais il y a toujours d'autres pistes qu'ils utilisent. Il y avait quelques inconvénients, par exemple, la partie networking et la partie compatibilité, c'est-à-dire il tourne pas, c'est un projet, il utilise des bibliothèques et des standards Debian. Et aussi, il y a une très limitation par rapport à tout ce qui est network et réseau. Donc, ce projet, si je veux
mettre mes containers sur un autre plateforme, ça va pas marcher. Donc, il n'y avait pas les bibliothèques, il n'y avait pas des équipes qui ont développé. Donc, le projet, il est resté fermé dans la communauté Debian. Après cela, il y avait le projet Docker. Donc, ce projet il a été créé par un certain Simon Huckes. Il avait une société qui s'appelle DotCloud. La société, à la fin, dans les années 2013, elle s'est changée de nom vers Docker. Donc, ça, c'est un peu d'historique. Donc, la notion de container, ça a commencé par une petite architecture très classique. Donc, j'ai mon computer, mon serveur, mon architecture classique. Donc, je vais créer ce qu'on appelle un Docker instance. Donc, ce Docker instance, il a deux choses. Le container et l'image. Donc, il va utiliser l'image, une image Windows, image Linux, image MySQL, et l'exécuter comme container. Donc, cette image, elle peut être stockée, je dis bien elle va stocker dans ce qu'on appelle un Docker registry, un registry externe. Donc, je vais la pusher ou la pull. Donc, push-pull, vous avez l'habitude de l'utiliser dans le GitHub. Donc, c'est presque la même chose, mais en image. Et l'image, c'est la base du container et la base du Kubernetes. Vous allez beaucoup voir ces images, c'est quoi. Bon, elles ressemblent un peu à ce qu'on appelle l'ISO, par exemple l'ISO Windows, l'ISO Linux. Par contre, les images, maintenant, le container, ça a changé de philosophie. Donc, je vais créer mon image pour mon projet Python, pour mon projet MySQL, pour mon projet PostgreSQL. Voilà. Maintenant, le Docker, si vous allez sur le Docker Registry, docker.com, vous trouvez des milliers d'images. Et ces images, il y a des versions. Ici, version, il y a maintenant la notion de mise à jour, les upgrades, la sécurité, donc tout un domaine. Et les images peuvent être stockées dans un container Docker, comme je peux stocker dans mon container. Donc, mais avant de créer mon application Docker, je devrais avoir ce qu'on appelle un Docker file.